Allez, c'est parti. Bon, et ben bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode de visioconférence organisée par le Comité Aveyron Lozère. Aujourd'hui, on va accueillir Julien Mahé qui est entraîneur de Saint-Quentin en, en Pro B et qui a eu la bonne surprise, peut-être pas forcément une surprise, mais qui se maintient l'année prochaine en Pro B, puisque Julien était avec son équipe de Saint-Quentin cette année, qui était avant-dernier, et donc du coup qui était un peu suspendu à la nouvelle de la LNB. Je voulais juste te poser une question par rapport à ça, Julien. Quelle a été ta réaction? J'imagine très, très heureux quand même de ce maintien. Ah oui, tout à fait, parce que ça a été, bon, pour moi, c'est une situation particulière individuellement, parce que je suis arrivé à Saint-Quentin début février, parce que l'équipe était en difficulté, et comme très souvent dans ce milieu, hélas, où parfois il y a des changements d'entraîneur. Donc, moi, j'étais parti dans une certaine dynamique. On avait réussi à un peu relancer la machine, et on a été stoppé par le virus sans avoir encore pu rattraper le retard sur nos adversaires directs. Donc ça a été 2 mois et demi d'attente, un peu de stress évidemment, parce qu'on ne savait pas avec l'évolution du virus comment ça allait se passer. Bon, la LNB a pris des décisions, ils ont vraiment pris le temps, ils ont mis en place des groupes de travail sur le plan de la stratégie, du sanitaire, et puis également de ce qu'ils allaient faire sur les montées-descentes pour finalement faire un vote en assemblée générale qui a eu lieu hier. Donc, ce sont les présidents notamment de clubs ainsi que des personnalités qualifiées de la Fédé, de la Ligue et diverses qui ont voté. Donc, ça nous permet, nous, de continuer en Pro B, ce qui est une bonne nouvelle, puisque le Saint-Quentin Basketball était vraiment un club historique, je pense, du basket professionnel, en Pro A, en Pro B, plus. Mais donc voilà, là, aujourd'hui, on peut complètement se projeter sur la future saison. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu m'étonnes. Juste avant que tu parles de ton sujet, je voulais juste que tu abordes un petit peu ton parcours. Ton parcours, parce que tu as été donc t'es entraîneur de Pro B à Saint-Quentin, mais tu as été entraîneur de Gravelines aussi en JB Elite. T'as pas été un joueur de haut niveau. Je voulais savoir quel a été ton parcours et voilà, si tu peux nous en dire Alors, plus. pour faire le plus court possible, bon, je suis breton d'origine, et j'ai d'abord fait mes études à Rennes. J'ai commencé à entraîner à l'âge de 18 ans, et dans mon parcours, une des spécificités, c'est que j'ai très vite entraîné des seniors. Donc, dès l'âge de 18 ans, j'entraînais en pré-national en Bretagne. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur d'abord à la Ligue de Bretagne jusqu'à l'entraîneur région, et ainsi que mes études STAPS jusqu'au DUG à l'époque. Après 2 années, on avait le DUG. Et ensuite, je suis parti à l'Élan Chalon pour, via le CFA du club, m'occuper de leur équipe de pré-nationale, mais surtout passer mes diplômes, mon brevet d'état premier degré et ma licence STAPS. J'y suis resté 2 saisons avant de migrer juste à côté au Chalon Basket Club, où là j'ai entraîné dans le secteur féminin, en championnat de France cadette, en National 2 féminine. Et puis à 25 ans, j'ai eu la chance d'être recruté par la JD à Dijon pour m'occuper des espoirs Pro A et être entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle. Ça a duré pendant 5 ans. 2 années de Pro A, une de Pro B, et ensuite on a remonté en Pro A, où là j'ai été simplement entraîneur adjoint. Et en 2013, je suis parti au BCM Gravelines Dunkerque pour les mêmes, pour le même job au départ, Mhm. entraîneur des espoirs, puis et également entraîneur adjoint. Je l'ai fait pendant 3 ans. Une année que entraîneur adjoint, et ensuite j'ai eu le job de coach de l'équipe professionnelle pendant 2 saisons. Ok. Voilà, en Pro A, et puis cette année Saint-Quentin. Donc une nouvelle aventure qui débute dans une division que je ne connaissais que très peu et que je découvre, et qui est très intéressante, notamment parce qu'elle permet de faire jouer les jeunes Français. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif, et je vais profiter de cette intervention aujourd'hui pour partager avec vous certaines choses qu'on voit à ce niveau-là, et pouvoir un peu vous montrer ce qui peut se faire sur les défenses d'écran sur porteur de balle. Ok.
Écoute, Julien, voilà, le sujet, c'est la défense sur les écrans porteurs, un sujet sensible et important aussi, surtout dans le basket de haut niveau. Donc là, Julien, je vais te laisser. Voilà. Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à poser des questions par le chat ou même si vous pouvez rebrancher votre micro pour poser les questions de vive voix, il y a pas de souci. Et on se retrouve tout à l'heure, Julien. Bonne visio. Merci. Allez, on y va. C'est bon pour vous là? Vous avez en grand écran le. C'est bon? Allez. Bon, les défenses sur écran en porteur de balle. Le pick and roll, hein, en gros. Il existe plusieurs types de défense. Je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Aujourd'hui, le pick and roll dans le basketball moderne, c'est fondamental. Quand vous regardez, je pense que l'épreuve de confinement qu'on a vécu ces dernières semaines nous a permis de voir énormément de matchs. Il y a eu beaucoup de rediffusions et de matchs, notamment du passé. Moi, je me suis amusé comme ça à regarder des matchs il y a 20, 30 ans, et il y avait quand même beaucoup moins de pick and roll. Aujourd'hui, par contre, ça fait partie du jeu, on le voit sur toutes les actions, et c'est quand même la meilleure possibilité pour prendre un avantage. Donc, défendre le pick and roll, défendre les écrans porteurs de balles, ça doit être quelque chose de maîtrisé, ou au moins, vous devez avoir la volonté de mettre en place quelque chose de solide, de cohérent. Et je vais essayer de vous montrer les tendances que l'on peut voir au haut niveau, et puis ainsi vous montrer également vous donner quelques clés pédagogiques pour pouvoir mettre tout ça en place. Quand vous mettez en place une défense d'écran sur porteur de balle, vous devez déjà savoir ce que vous souhaitez. Quelle est la défense en laquelle vous croyez le plus? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment est-ce que vous allez être capable de mettre en place et de aussi faire apprendre votre défense? Vous devez aussi, je pense, et ça c'est fondamental, parce que même si, imaginons, moi je souhaite être très agressif sur la défense de pick and roll, j'aime la mobilité, j'arrive et mon équipe, par exemple, que je n'ai pas choisie sur le recrutement, ou très peu, a des grands qui ne sont pas mobiles. Je ne pourrais pas faire cette défense. Donc, il faut être en capacité de s'adapter. Donc, je pense que vous devez connaître les qualités de vos joueurs. Vous devez aussi souvent vous adapter à la qualité de vos adversaires. Imaginons, par exemple, un meneur de jeu extrêmement fort qui manie très bien la balle et qui utilise très bien l'écran sur porteur de balle. Alors, peut-être qu'il faut davantage le presser à deux, prendre des risques, isoler ses coéquipiers. Voilà, c'est des qualités qu'il faut prendre en compte. Il y a toujours, même si on va parler de défense collective, des fondamentaux individuels qui doivent être maîtrisés dans les orientations, dans les pas défensifs, dans la pression ou pas que vous mettez sur le ballon. Et ensuite, et ça, je trouve ça très intéressant et important qu'on en parle, c'est quand vous mettez quelque chose en place de précis, vous devez savoir, et déjà on va anticiper, quelles problématiques vous allez avoir. Vous allez le voir au fur et à mesure, mais je pense que c'est très important parce qu'il faut savoir anticiper les choses. Voilà, je fais tel type de défense, je sais que si l'équipe joue bien en face, voilà comment ils vont attaquer, et voilà où est-ce que je peux être en difficulté. Alors, évidemment, sur la défense avant l'écran, il faut déjà défendre sur le porteur de balle. Donc moi, PDB, j'ai mis porteur de balle, je l'ai mis assez souvent. Donc fondamentaux individuels du défenseur sur porteur, la pression, l'orientation. Là, j'ai envie de dire, chacun peut avoir ses convictions. Moi, j'aime qu'il y ait beaucoup de pression sur la balle, et je suis même dans l'idée de forcer l'attaquant à dribbler plutôt que de laisser un mètre ou deux et de dire voilà, on va le laisser dribbler, peut-être qu'on va prendre un tir extérieur, mais c'est pas grave. Non, moi c'est plutôt l'inverse. Donc il y a beaucoup de pression sur le ballon. Ensuite, quelque chose qui est extrêmement important et qui est parfois un peu, je pense, laissé, et qui n'est pas un réflexe facile à mettre en place pour les joueurs, c'est l'annonce de l'écran. L'annonce de l'écran, et c'est pas neutre, parce que vous devez aussi vous mettre d'accord. Il faut qu'il y ait une communication qui soit commune à l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on annonce? On annonce le côté de l'écran, on annonce la collaboration défensive qu'on va faire. Il y a plein de choses. On annonce une couleur parfois, parce qu'il y a des équipes qui utilisent aussi des couleurs. Parce que je vais vous le dire, être capable de maîtriser plusieurs situations défensives dans le même match peut être extrêmement riche et extrêmement intéressant. Après, vous aurez la collaboration défensive que vous mettez
en place. Moi, je vois vraiment la collaboration défensive comme une collaboration à 5 et non pas, on va parler, vous allez voir, sur tous mes schémas, c'est la défense, elle se fait à 5. C'est pas parce qu'il y a une situation d'écran d'un joueur sur un autre joueur que les autres joueurs ne sont pas euh, impliqués dans la situation défensive et c'est pour ça que pour moi le basket est à 5 et on fait beaucoup de 5 contre 5 même à l'entraînement. Ensuite, les orientations et les rotations. Vous allez voir, il y a des défenses qui orientent dans l'écran, il y en a qui orientent à l'opposé de l'écran, il y en a qui sont plus ou moins agressives. Et même chose sur les rotations que ça vous amène. Parfois, vous en avez très peu, parfois, vous en avez beaucoup, parfois, vous avez aussi de l'aider à reprendre. Voilà. Ce sont des choses qui sont différentes selon la défense qui est proposée. Alors, plusieurs situations plusieurs exemples de défense qui sont pratiqués à haut niveau. Ce sont des choix que j'ai faits. Hein. Chacun peut avoir ces idées. Moi, j'ai décidé de vous présenter ce qu'on appelle la défense de protection. Je vais tout ensuite les mettre une par une. Hein. Edge, c'est aussi bien appelé step out, où quand le défenseur toujours intérieur sort vraiment en agressivité sur le porteur de balle. Ensuite, ce que j'ai appelé keep side ou eyes, vous pouvez également appeler ça refus de l'écran, c'est orienté à l'opposé de l'écran, ne pas laisser l'écran se faire. Ensuite, une défense que je veux vous montrer qui est assez peu vue, qui s'appelle, qu'on peut appeler le wall, le mur, qui est, je vous invite après l'intervention à aller voir si elle vous intéresse, à taper le wall de coach Katsikaris, qui est le coach aujourd'hui de Gran Canaria en Espagne, qui le fait lui très régulièrement. Voilà, moi je vous montrerai un exemple et je vous expliquerai pourquoi nous, l'année dernière avec Gravelines, on l'avait fait. Et ensuite, le switch, quand vous changez entre les joueurs, comment est-ce que vous mettez ça en place? Pour chacune de ces défenses, on va voir quels sont ses objectifs, l'organisation collective qui est mise en place, les fondamentaux que vous devez avoir, et enfin, les difficultés. Bon, évidemment, il peut y avoir des variantes. Là, je vous ai mis par exemple Edge Trap. Imaginons que je vais vous expliquer comment on peut sortir en agressivité sur le porteur de balle quand il y a l'écran, mais vous pouvez varier et parfois décider de complètement faire une prise à deux sur le porteur de balle. Donc ça peut être une variante. Elles sont toutes un peu, elles sont pas toutes carrées. On peut à chaque fois varier par rapport à ce qu'on veut. Même chose pour la protection. Vous pouvez, vous allez voir, protéger à la hauteur de l'écran, protéger plus bas. Ce sont des choses qui peuvent être variées en fonction de ce qu'on a vu sur la première page, à savoir les qualités de mes joueurs et les qualités de l'adversaire. Vous verrez tout à l'heure sur la protection que je vais vous mettre deux exemples de vidéos. Un avec un joueur assez grand mais assez mobile, et puis un autre qui est un joueur très grand qui s'appelle Youssouf Afal, qui fait 2,20 m. Donc évidemment, on ne défend pas de la même façon quand on a ce type de joueur. Et enfin, donc être capable de les mixer peut être un avantage. Alors, il ne faut pas non plus en mixer 40 parce que vous allez pas simplement mettre en difficulté l'adversaire, mais vous allez mettre en difficulté votre propre équipe. Donc, c'est surtout pas l'intérêt. Donc, moi, je suis même assez protectionniste, je vous dirais d'ailleurs là-dessus. J'ai des idées défensives, mais là, par exemple, sur ces 5 défenses, il y en a en gros au moins, il y en a 3 que j'utilise pas, quoi, 2 ou 3. Quoi. Voilà. Donc, il y en a parfois, c'est vraiment spécifique à un match, parce qu'il faut pas non plus, il faut avoir son identité, je pense, et il faut pas vouloir tout faire pour vouloir tout montrer. Il faut être précis dans ce qu'on veut faire, c'est le plus important. Alors, pourquoi ça marche pas? Voilà, la première. Donc, quand vous défendez en protection, l'idée, c'est davantage de contenir l'attaque. Vous ne cherchez pas à avoir une quelconque agressivité. Vous voulez protéger la raquette, la zone réservée. Et ensuite, vous voulez ne pas offrir d'ouverture au porteur de balle qui va se servir de l'écran pour être agressif vers le cercle. Vous cherchez à protéger. Et donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant, notamment contre des meneurs de jeu ou des porteurs de ballon qui sont des joueurs non-shooters. Dans l'organisation, donc le défenseur du porteur de balle peut passer au-dessus ou sous l'écran. Une fois qu'il y a l'annonce de l'écran, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à mettre en place. Est-ce que vous passez toujours au-dessus? Est-ce que vous passez toujours en dessous? Est-ce que vous variez en vous disant, bon, l'écran est très haut à 10 mètres par exemple du cercle, là je décide de passer dessous, on va voir tout de suite que ça a des conséquences. Ou alors vous passez tout le temps au-dessus de l'écran, ça, c'est votre choix. Il y a un énorme rôle
comme dans toutes les défenses, mais encore plus dans celui-ci, du défenseur, du poseur d'écran, parce que c'est lui qui doit protéger l'accès au cercle. Et donc, mettez-vous dans la tête que l'attaquant va vouloir être agressif. Et donc, ce défenseur du poseur d'écran, le grand, doit protéger le panier à une certaine hauteur en attendant que la collaboration se termine et que, par exemple, son défenseur puisse revenir sur son joueur. Hide Protect, Deep Protect, je vais vous le montrer sur la vidéo, vous avez différents types de protection. Vous pouvez protéger à la hauteur de l'écran et vraiment là, vous coupez l'agressivité. Ou alors, vous pouvez protéger beaucoup plus bas, notamment quand vous avez des grands qui sont assez peu mobiles. Et je pense que ça arrive souvent. Et donc là, vous ne vous embêtez pas à ce que votre grand aille jusqu'à la hauteur du poseur d'écran, mais il peut rester beaucoup plus proche du cercle pour protéger l'accès au panier. Et ensuite, dans l'organisation collective, vous verrez qu'il faut ce qu'on appelle bumper, aller retarder le déplacement du rouleur après son écran. Et ça se passe bumper et reprendre sur le côté faible. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, voilà sur la protection. Donc, sur le premier schéma de gauche ici, vous avez donc l'écran qui est posé par 5. Les X, là, sont les défenseurs. Donc, à chaque fois, je vous ai fait des schémas avec 1. Là, donc, en bleu, vous avez le déplacement du défenseur, ici le dribble. Et là, dans ces zones-là, comme je vous ai fait sur certains schémas, vous avez un peu la zone que doit gérer, je dirais, le défenseur, là, ici, qui est le défenseur du poseur d'écran. Donc là, 5 vient poser un écran au milieu. Dans ce schéma, le défenseur du meneur de jeu passe au-dessus de l'écran. Donc, ça c'est très important et même au plus haut niveau, c'est difficile. Quand vous avez l'annonce de l'écran, il faut ajouter la pression pour pouvoir réussir à passer au-dessus. Si, quand vous avez l'annonce de l'écran, vous restez au même endroit, vous allez vous prendre dans l'écran. Il faut, au moment où il y a l'annonce du pic, avancer tout en gardant l'idée d'orienter dans l'écran, parce que très souvent, vous allez voir dans la plupart de ces défenses, je le mets pratiquement chaque fois, ce qui peut tuer la défense de pique, c'est d'être battu à l'opposé de l'écran. Donc, il faut amener le joueur dans l'écran, garder la pression, passer au-dessus. Et là, dans cette situation, le défenseur 5, lui, défend l'accès entre le porteur de balle et le panier. C'est cette ligne-là que le défenseur 5 doit gérer. Alors là, il est dans une situation qu'on pourrait appeler protection assez haute, pas à la hauteur de l'écran. S'il était plus bas, il pourrait être ici dans ce que j'appelle moi le Deep Protect. Je vous ai mis dans l'organisation collective, là, pareil, c'est un schéma que moi je vous fais, une proposition avec des tendances assez globales. Vous pouvez en avoir d'autres idées. Je le dis très souvent, tant qu'on est cohérent, pour moi, il n'y a aucun problème. Là, ce qui est très souvent fait quand il y a cette protection, il y a très souvent un bump et reprendre du défenseur le plus haut à l'opposé, à savoir que quand 5 ici va rouler au panier, le défenseur 4 va le rencontrer, vous allez le voir sur une des vidéos, et va le bumper, le toucher, le retarder. Là, ce sera avec l'épaule droite ou parfois complètement avant de reprendre son joueur, ce qui permet pendant ce temps-là, dans la collaboration, il faut se dire que tout a lieu en même temps, le défenseur 1 va pouvoir revenir sur le porteur de balle, le défenseur 5, après la protection, une fois que 1 est revenu, peut revenir, et du coup, ça permet à 4 de bumper et de reprendre. Sur ce deuxième schéma, j'ai mis le défenseur meneur de jeu qui passe sous l'écran. Ça arrive très régulièrement. Et là, ce que vous devez, c'est pour ça que je vous l'ai dit au départ, il faut tout de suite savoir quelle solution va trouver l'attaque. La plupart du temps, quand vous passez dessous ici dans la protection, ce que moi j'appelle protection et dessous, protect under, il va y avoir le deuxième écran, un rescreen. Donc là, l'attaquant 5 va pivoter et va remettre un écran. Ça peut être difficile défensivement parce que, regardez, sur ce schéma ici, la défense, le côté qui aide, pour moi, c'est ce côté ici. Donc s'il doit y avoir un rôle de la part du 5, c'est défenseur 4, défenseur 3 qui seront impliqués dans l'aide défensive. Imaginons, ça passe dessous et il y a un deuxième écran. Là, maintenant, à mon sens, dans cette défense-là, le défenseur qui va bumper et reprendre son joueur, c'est 2 et non plus 3 et 4. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il faut avoir défini ensemble la défense que vous voulez faire, comment vous voulez l'exécuter, et savoir que si vous passez dessous, très souvent, il va y avoir un deuxième écran. Et là, la zone de gestion de ce joueur-là n'est pas la même, et le défenseur impliqué dans les défensives non plus. Voilà pour ces schémas. Tu me dis si la… vas-y. Oui, Julien, juste par rapport
une question là. Si par exemple donc, tu glisses under, tu fais under sur le premier, est-ce que ça arrive des fois de faire de passer sous sur sur la deuxième pause d'écran? Est-ce que ça c'est des choses qui se passent parce que voilà, Oui. généralement ça passe dessous, après ça suit, mais est-ce que tu peux repasser dessous? C'est sûr qu'après tu t'exposes offensivement à des Ouais. difficultés, en attaque, en Ouais, défense, bah pardon. alors, c'est un choix. Je ne cache pas que à haut niveau, ça se passe rarement comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un joueur assez spécifique, non shooter, pour qu'on puisse passer à chaque fois dessous. Surtout que ce qui va se passer, c'est que, bon, c'est le problème de la vidéo, c'est que je ne peux pas vraiment vous montrer, mais là, si vous voulez, le mec passe dessous, le joueur passe dessous, et du coup, il y a un pivoté de 5 ici qui va permettre. Vous avez vu où j'ai fait le deuxième écran. Cet écran-là, il est fait derrière les 3 points. Cet écran-là, il est fait à l'intérieur de la zone à 2 points. Donc, on ne va pas se retrouver. Bon, là, le schéma fait que j'ai été obligé de mettre ici, mais le joueur, il va passer proche de l'écran, et là, il va se retrouver dans une zone de tir qui est quand même plus abordable pour lui, parce qu'il se retrouve aux alentours de la ligne de lancer franc, alors qu'ici, il est aligné à 3 points. Donc, passer dessous, puis dessous, si c'est mal exécuté par l'attaque et qu'il se retrouve dans la même ligne, par exemple, d'un ligne à 3 points, pourquoi pas. Mais à haut niveau, beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Alors, ensuite, ici, donc, sur le côté, avec la même idée. Donc, si l'écran est directement sur le côté, passage au-dessus, protection ici. Donc là, ça peut être protection en se montrant un petit peu, puis repartir. Défenseur 4, défenseur 3 à l'opposé, défenseur 2 sur ce bump-là. Juste un petit mot sur ce bump-là. Ce qui est important, et pas toujours simple, c'est de tenter de rencontrer d'anticiper pour pouvoir rencontrer le rouleur assez haut. Plus vous allez le rencontrer bas, plus il aura pris de la vitesse, il se rapproche du cercle, et plus vous allez le rencontrer, du coup, vous allez devoir faire un passage le plus lointain vers le cercle, vous aurez plus de mal à reprendre votre joueur. Si vous montez haut, parce que la plupart du temps, ce joueur-là va remonter à 45 degrés, et même s'il reste dans le coin, vous serez toujours sur la ligne de passe. Donc, ce n'est pas un gros problème si vous montez le rencontrer. Le seul problème qui peut se passer, c'est un backdoor, mais franchement, le spacing est quand même pas terrible pour pouvoir jouer le backdoor ici. Donc, je vous conseille de vraiment proposer de monter pour ensuite retarder le joueur, et ça voudra dire à ce moment-là que votre défenseur 5, lui, va retrouver 5 beaucoup plus tôt et pas proche du cercle, où là, il pourrait être en difficulté. N'hésitez pas non plus à utiliser ce joueur-là sur, je ne l'ai pas mis ici, mais sur un peu d'aider reprendre. Oula, mince. Un peu d'aider reprendre ici, ça peut toujours permettre que cet axe qui amène le porteur de balle vers le panier ne soit pas utilisé. Et là, je vous ai mis la même chose en passant dessous. Donc là, vous allez vous retrouver dans la situation inverse. Ici, vous passez dessous et là, il y a un deuxième écran, rescreen. Et donc là, vous changez l'organisation défensive. Vous protégez ici, l'écran va vers la ligne de côté. D5 va protéger ici et D3 va être sur le bump, ou alors D4 si vous le souhaitez, mais la plupart du temps, ça sera le 3 ici. D3 va être sur le bump, alors que 2, lui, vu qu'il sera maintenant côté du ballon, à une passe, si lui vient bumper maintenant, bon, vous vous rendez compte que là, c'est plus possible. Alors, on va tenter de montrer une vidéo. Ce que je vais faire, si c'est un peu saccadé, c'est je vais vraiment m'arrêter au moment qui est important. Donc là, on voit Villeurbanne contre Monaco. Villeurbanne qui est en défense. Donc là, il y a un premier écran. Et là, oh, voilà. Ça, c'est bien sûr, on n'y est pas. Top. Voilà. Donc là, vous avez l'écran. Je vais juste revenir ici. Voilà. Vous avez l'écran, il y a du mouvement à l'opposé. Ici, le défenseur décide de passer au-dessus de l'écran. Et là, vous avez Miro Bilan qui fait de la protection à la hauteur de l'écran, donc assez haute, qui va protéger cet espace-là, qui est l'espace pour aller vers le cercle. Donc, c'est lui qui a la responsabilité du porteur de balle sur la sortie d'écran, puisque son coéquipier est dans l'écran. Vous avez ici Edgy Slaughter qui va monter sur le bump pour rencontrer ce défenseur-là. Pendant ce temps, là, vous voyez sur la protection qu'il n'y a pas eu de notion d'agressivité de la part du défenseur intérieur de Miro Bilan ici sur le porteur de balle, mais c'est plus de la protection de la raquette, et c'est une collaboration. Ça veut dire qu'il protège l'accès du porteur de balle vers le cercle, le temps que là, son coéquipier David Laïti revienne face à son coéquipier. On a ici peut-être un petit aidé reprendre de Livio Jean-Charles, et vous avez, puisque Miro Bilan est en train d'aider ce joueur-là, vous avez obligatoirement une autre aide qui est pour le joueur qui coupe au cercle et qui est très dangereux sur la situation d'écran porteur, c'est ici, et on le retarde via le bump
le temps que Mirobilan revienne. J'ai juste une question à Julien. Tu parles de Mirobilan. Quand il est en protection comme ça, est-ce que lui doit se tenir aussi donc sur le porteur de balle, mais doit voir aussi le rôle du grand et se tenir, on va dire, à bonne distance? Est-ce qu'il y a un repère que tu donnes avec ça sur ce joueur qui descend? Parce qu'on voit qu'il recule, Ouais, il attend. Mais est-ce qu'il doit être à la même hauteur que que le rôle de A5, à la même hauteur? Ou alors est-ce qu'il doit être vraiment un peu plus sur le porteur de balle et laisser son coéquipier bumper le rôle du grand? là, tu vois, par exemple, là, lui, il montre beaucoup d'intelligence. Moi, je serais dans l'idée de dire, on se fixe les priorités. La priorité, d'abord, c'est la balle. Donc, après l'écran, lui, il doit faire le job pour revenir le plus vite possible au ballon. Et lui, il doit l'aider. Mais il peut pas repartir sur son joueur tant que son coéquipier n'est pas Ouais. revenu face au il faut arrêter la balle. Si tu n'arrêtes pas la balle, derrière, tu te mets en difficulté et c'est la balle importante, c'est la balle qui rentre dans le cercle. Et après, c'est une confiance mutuelle. Ça veut dire que, par contre, il faut que les choses soient effectuées rapidement. Si les choses ne sont pas effectuées rapidement, on peut arriver sur d'autres défenses. On pourra en parler à la fin, parce que, par exemple, si vraiment on a une difficulté, la protection peut devenir un switch, par exemple, devenir un changement défensif. Ça, on pourra vraiment l'évoquer si tu penses tout à l'heure, parce que ça peut arriver. Ça, imaginons, moi, je suis plutôt dans l'idée, là, tu vois, la collaboration est plutôt bien faite parce qu'il lit le porteur de balle. Si le porteur de balle continue d'être agressif, il va rester avec parce que c'est ça la chose la plus importante. Vu que le joueur porteur de balle, lui, finit un peu son agressivité, là, il peut revenir sur son joueur. Mais on va voir un peu mieux dans la deuxième avec Youssouf Afal, où lui, vraiment, il y a moins besoin de bump et juste sa dissuasion. Alors, c'est un exemple que je vous montre qui n'est pas tout à fait réel pour un certain niveau parce que il fait quand même 2 mètres 20. Alors là, vous voyez. Hop. Voilà. Donc là, il est là avec ses 2,20 m. Donc, même chose, il est quand même assez haut au départ, à la hauteur de l'écran. La situation est très bien exécutée. Les attitudes à l'opposé sont très bonnes. Tout le monde est face au ballon et Mike Green passe au-dessus de l'écran. Et là, cette fois-ci, regardez, il reste face à la balle tout en descendant parce que de toute façon, il dissuade. Donc même, imaginons que vous avez un joueur de très grande taille, ça ne sert à rien de le faire aider et rester face au ballon ici. Il vaut mieux le faire reculer, descendre, parce que de toute façon, sa taille va dissuader. Enfin, il faut faire des choix. Et là, sa taille dissuade le porteur de balle d'aller jusqu'au bout et ça permet, là, Jared Eddy à l'opposé, de rester plus concentré sur son joueur et ça rend les choses difficiles ici pour passer la balle. Donc là, vous êtes dans une situation où il y a moins besoin d'aider de bumper parce que lui, il gère tout en gros. Ouais. Je voulais le montrer parce que c'est un cas spécifique, mais c'est un cas spécifique qui en France existe et a un impact hyper important puisque cette année-là, Strasbourg n'est pas champion, mais l'année qui précède avec Youssouf Afal, Le Mans est champion et l'année d'avant, son homonyme Mustapha Fall, qui est un peu dans le même. Avec Chalon. Il permet, pour moi, c'est clair. C'est clair. La capacité à défendre de l'élan Chalon. Donc voilà un peu ces deux situations vidéo. J'espère que vous avez pu voir correctement. Voilà. Bon, ensuite, donc, sur les fondamentaux, vous avez vu, c'est très important d'orienter dans l'écran, que le défenseur du porteur doit vraiment aller au-dessus de l'écran, enfin, doit orienter dans l'écran. Ensuite, vous décidez par vous-même s'il doit passer au-dessus ou en dessous de l'écran. Mais là, je suis… Attends. Voilà. Voilà. Ensuite, sur les difficultés, juste revenir sur les fondamentaux, mais bon, on en a parlé, il faut bumper et reprendre côté faible. Sur les difficultés, vous devez être vigilant à la vitesse du porteur de balle, parce que parfois, avec un bon écran, votre grand, lui, il peut être dans ses pas, vous avez vu, le panier est derrière lui, donc il a des pas latéraux, des pas défensifs à faire, et il peut être battu par la vitesse. Donc, le grand peut vraiment le contourner et finir au cercle. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, parce qu'il faut le gérer convenablement. Ensuite, il faut contenir ce qu'on appelle la séparation. Alors là, je vais essayer juste de revenir en arrière. La séparation, je vais vous expliquer ce que c'est. Top. Maintenant, la séparation, pour moi, donc là, ce n'est pas l'exemple le meilleur, parce que le grand est là, mais le grand est très grand. Mais c'est la capacité de ce joueur-là à amener le grand sur le côté. Et plus vous amenez le grand sur le côté, donc avec le dribble ici sur le côté, plus vous l'amenez sur le côté, plus vous ouvrez un espace ici pour trouver
votre joueur intérieur. Parce que bon, là, je vous dis pas que la passe est facile, mais elle n'est pas complètement impossible non plus à terre, mettre devant pour Kikanovic ici. C'est difficile, mais elle n'est pas impossible. Donc, gérer cette séparation, c'est le mieux parce que pour moi, la séparation comme ça sur le côté, c'est une très bonne attaque face à la protection. Et nous, ce qu'on demandera en attaque aussi, c'est d'ouvrir ce joueur-là qui ouvre vraiment diagonale ici pour qu'il y ait de moins en moins il y ait plus d'espace à couvrir pour le joueur qui bat. Voilà pour ce qui est de la séparation. Ensuite, bon, ce que j'appelle les close-out sur bump and recover, hein, c'est pas français du tout, je m'en excuse, mais le close-out, c'est quand vous aidez le loin d'un joueur et que vous devez le reprendre ensuite quand il a la balle. Donc ça, c'est les pas défensifs que vous faites pour reprendre. Vous êtes face à la réattaque du joueur, c'est difficile. Et quand, par exemple, vous devez aller vers la raquette pour bumper, la reprise de votre joueur, elle peut être compliquée et vous pouvez être battu en 1 contre 1. Donc là, vous devez donner des consignes précises par rapport aux orientations que vous voulez. Parce que faire un close-out et revenir sur le joueur et être capable de le contenir à 1 contre 1, c'est difficile parce que vous allez devoir ensuite défendre le 1 contre 1 en ayant perdu de la vitesse et faire des changements de direction. Et c'est pour ça que très souvent, là, dans ces close-out-là, on donne des orientations. Vous amenez vers le milieu, vous amenez vers le fond. Je vous le dis, hein, parce que je profite d'être avec vous là, mais il y a quelques années, quand nous on passait nos diplômes d'entraîneur, bon, je sais pas, hein, je ne vous connais pas tous autant que vous êtes, mais quand on disait orienter vers le milieu, oh là 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 là, c'est pas possible, c'était hors sujet. Il fallait tous orienter sur la ligne de fond. Je vous le dis, à haut niveau, il y a quand même maintenant beaucoup d'équipes qui orientent vers le milieu et qui refusent la ligne de fond, notamment à très haut niveau comme l'Euroleague. Si vous regardez des équipes de très haut niveau d'Euroleague comme le CSKA Moscou, Fenerbahçe, Istanbul, ce sont des équipes qui interdisent la ligne de fond. Donc, mettez-vous aussi en tête que rien n'est faux tant que vous êtes cohérent dans votre proposition de jeu. Et puis, la dernière difficulté, c'est la mobilité du défenseur du poseur. Hein. À la fois, elle va vous gêner face à la vitesse, mais elle peut aussi vous gêner s'il y a une situation de 2 contre 1. Et avec des bons joueurs, vous pouvez être face à des situations de passe lobée, qui vont amener des dunks, ou alors passe lobée, prise du ballon, et puis panier derrière. La plupart des alley-oops, vous les voyez sur des défenses de protection. Voilà, sur la protection. Est-ce qu'il y a des questions là? Tu sais si. Ce qui me semble qu'après, on va sur la suivante. Ouais, moi, j'ai pas de questions pour l'instant. Donc, tu peux enchaîner, Julien. Allez, edge, step out. Cette fois-ci, c'est une défense très agressive. Alors moi, c'est une défense qui me plaît beaucoup. C'est celle que je fais le plus avec mon équipe depuis plusieurs saisons. C'est chercher à l'agressivité. Voilà. Là, on attaque. On attaque le porteur de balle. On veut le faire reculer. On veut être agressif. On veut complètement changer les timings et les spacings de l'attaque. Donc, on veut que l'attaquant qui a le ballon se retrouve près de la ligne médiane. On veut que la passe se fasse pas au moment où il le veut. Et on veut éloigner le ballon de la zone réservée. Ça, c'est une défense vraiment agressive, donc il faut de la mobilité. Dans l'organisation, bon, vous pouvez décider de passer sous l'écran, mais moi, je préfère quand même qu'on passe au-dessus, mais les deux existent, il n'y a pas aucun problème. Voilà. Et là, vous allez demander au défenseur du poseur d'écran de sortir, d'être agressif. Et c'est à vous d'être extrêmement précis et de clarifier la façon dont vous sortez. Est-ce que vous sortez vraiment agressif pour aller complètement pousser le joueur de façon perpendiculaire à la ligne médiane? Est-ce que vous cherchez à le pousser, mais un petit peu plus latéralement? Est-ce que vous sortez en trappant? Est-ce que vous sortez sur 2 pas et vous repartez? Est-ce que vous voulez stopper la balle? Moi, je donne comme consigne à mes joueurs, ils doivent attaquer la balle. Voilà. Mon grand, il doit attaquer la balle et ensuite repartir. Je vais vous montrer comment on le fait. Et ensuite, cette défense-là, elle oblige à organiser des rotations, puisque votre grand va sortir et du coup, il va s'éloigner de son attaquant, qui lui roule au panier. Donc, obligatoirement, il va avoir un retard, et donc ce retard, il faut qu'il soit compensé par des rotations défensives. Alors, voilà l'edge au milieu. Donc là, vous voyez, le défenseur la passe au-dessus. Et donc, là, dans ma situation défensive, défenseur 5 va attaquer la balle pour ensuite revenir. Et donc là, en gros, ce qui se passe la plupart du temps, c'est l'attaquant va passer ici, le défenseur 5 vient jusqu'ici, hop, il est passé, et le défenseur 1 va passer entre le poseur d'écran et son coéquipier, ici. Et après, 5 va revenir. Il est vraiment aidé
pendant qu'il est en train de le faire, j'espère que j'ai été assez précis là-dessus, hein, il est aidé par le côté faible, où on place deux défenseurs, ce qu'on appelle un joueur en protection ici, safety, qui est 2, et le défenseur 4, qu'on place toujours nous au même endroit. Bon, là, je vous ai mis cette situation-là, parce qu'elle arrive très souvent, où face à ce genre de défense, il faut être prêt à défendre face à ce qu'on appelle le short roll. Donc, le joueur ici ne va pas rouler jusqu'au panier, mais il peut s'arrêter ici au milieu de la raquette. Et là, il est très important que vous appreniez à vos joueurs qui sont défenseurs de ne pas rester sous le cercle, mais d'avancer sur l'attaquant 5 pour venir le gêner le plus loin possible du cercle, ne pas le laisser enchaîner sur un tir vers le panier et permettre une autre rotation. Donc là, il en existe de nombreuses. J'en ai juste dessiner une, c'est que puisque lui avance sur le ballon ici, il faut que lui recule sur ce joueur-là. C'est obligatoire puisque personne n'aura le temps d'aller sur 2. Donc là, D4 est obligé d'aller sur 2. Après, qui vous faites aller sur 4, est-ce que vous faites revenir 5, est-ce que vous faites revenir 1, n'importe, et c'est extrêmement difficile à mettre en place. Mais par contre, celle-là, c'est compliqué, mais c'est fondamental. Parce que si vous faites ce genre de défense, vous allez être confronté à ce genre de réponse en attaque. Ici, sur le côté, donc là, même chose. Alors nous, c'est exactement ce qu'on fait. Donc on passe au-dessus ici du porteur de balle. Le défenseur 5 va attaquer la balle pour faire reculer le porteur de balle, ce qui permet au défenseur 1 de revenir et de se retrouver face au ballon. Si vraiment il y a une possibilité d'attaque du porteur de balle, parce que D1 est retardé, à ce moment-là, le défenseur 3 va se montrer ici et va bloquer l'accès au cercle. C'est le défenseur 4 qui gère le rôle du 5 en attendant que le D5 revienne. Et là, c'est juste un aider à reprendre. Je vous ai juste dessiné que tout le monde devait bouger en même temps. Vous devez bouger à 5 contre le ballon, comme le ballon. Si 1, après son pic, passe la balle ici à 3, 3 va reprendre le ballon. D4 qui était en train de gérer le rôle de 5 ici, là. Vous voyez? Hop. On voit mes flèches quand je les fais, Anthony? Oui, c'est bon, je les vois, on les voit, les voit. Ah, vous voyez, il est en train de D4, il est obligé de gérer ça. Bah là, quand la balle va à 3, il faut qu'il aille sur son joueur. Il ne peut pas rester là, sinon la passe est facile pour aller vers un shoot du coin. Donc, vu qu'il s'en va, si 5 est revenu, c'est parfait. Si défenseur 5 est revenu, c'est parfait. S'il n'est pas revenu, il faut que ce soit le défenseur 2 qui aille. C'est pour ça que je vais vous le mettre après. Il faut être face au ballon dans ce genre de défense. Moi, je fais très peu de deny, voire pratiquement pas. Si ici, vous vous dites 1 et ici, moi je défends 2, et ben, je suis complètement en deny. Comment vous allez pouvoir passer du deny ici à protéger 5 de l'autre côté quand la balle va être à une passe. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu entre les deux et gérer les espaces. Vous allez voir dans les positionnements sur les vidéos, c'est très intéressant. Alors, on a un premier exemple. Ici. Donc là, c'est pas un écran direct. Vous avez d'abord deux écrans ici. Donc là, le défenseur va passer au-dessus de la cascade d'écran. Hop, mettre la pression. Là, il va y avoir un petit retard de notre défenseur, mais simplement, hop, on y arrive quand même. Là, il passe très loin du porteur d'écran. Et lui, il va passer au-dessus. Et là, on a notre défenseur qui fait le edge. Vous voyez, les 3 autres défenseurs, ils sont face au ballon. Face au ballon. Lui, il va se retrouver côté ballon. Il reste face à la balle. Et on a nos 2 défenseurs opposés avec, dans notre situation défensive, lui qui sera le premier joueur en aide et lui qui sera le joueur qui, normalement, là, vous allez voir, il reste là alors qu'il serait mieux qu'il soit complètement ici. Tout le monde bouge avec le ballon. Voilà. Il sort, il fait reculer. Il est un peu tardif. Là, on a un retard à rattraper. On va le rattraper. Agressivité, revenir face au porteur. Et là, puisque lui est obligé de sortir, il est en retard sur le rôle de ce joueur-là. Et c'est à ce moment-là, ce joueur-là qui va le défendre. Voilà. Donc là, le défenseur du porteur de balle revient face au ballon. C'est ce qu'on voulait. Ce joueur-là est en retard et du coup, il est géré par le défenseur du coin qui défendait le corner, qui est ce qu'on appelle le safety, et qui va aider sur le rôle du poseur d'écran jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce joueur-là, normalement, doit se placer ici dans ce qu'on appelle l'elbow pour être sur la ligne de passe un peu entre les 2 joueurs. Bon, il fait la petite erreur, mais vous allez voir. Voilà, maintenant, il y a une communication, parce que ça, c'est fondamental. C'est la communication qui va vous faire avancer et anticiper les choses. Là, à partir du moment où lui dit « Ok, c'est bon, je suis revenu », il peut repartir sur son joueur. Là, il y a un petit retard de ce joueur-là, parce que je préfère, moi, qu'il soit ici, comme ça, sur cette cœur-latitude un petit peu là, que fait Benjamin Monclar, il peut revenir un peu mieux face. Mais bon, vous avez quand même l'idée.
Voilà pour la première, je la remontre une fois. C'est saccadé quand même? Bah écoute, non, franchement, ouais, c'est saccadé, mais ça va. On est quand même capable. On devine des actions. Moi, j'avais juste une question. Ah. Quel est le repère que tu donnes? Là, tu as fait arrêt sur image, bouge pas. Quel est le repère que tu donnes à ton grand pour savoir à quel moment il sort? Parce qu'il sait qu'il doit sortir, mais s'il sort trop tôt, peut-être que le grand A5 va continuer sa course, et dans ce cas-là, il y a peut-être une relation qui va, la passe va arriver à l'opposé pour une relation de l'extérieur vers l'intérieur ensuite. Quel est le repère en fait au niveau défensif pour ce grand? À quel moment il sort? Alors regarde, dans cette situation-là, je l'ai prise parce que, tu vois, après l'écran, là, il y a, ils inversent ici. Ils inversent, donc nous, on décide de rester en position pour que Hmm. lui soit à la hauteur de l'écran. Là, il fait d'erreurs défensives parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il soit à la hauteur de l'écran. Je veux qu'il soit ici pour être prêt à sortir le plus agressivement possible et je veux qu'il attaque la balle. Il ne se pose pas la question, il attaque la Hmm. balle et il revient. Et pendant qu'il attaque le ballon, son coéquipier va passer. Donc, moi, le repère, il est simple. Tu attaques, tu reviens. Ton coéquipier va passer et tu reviens. Par contre, si ça ne fonctionne pas, on donne d'autres repères. Et imaginons que lui, par exemple, soit pris dans l'écran ou que là, celui-là soit complètement en retard. À ce moment-là, notre défense qui est edge step out devient un switch, un changement. Et donc, si lui, par exemple, est trop en retard, on ne peut pas laisser le porteur de balle avec trop d'avance. Donc, lui, il va carrément prendre le porteur de balle et on organise ensuite le changement. Donc, lui qui est complètement en retard, bon, on le verra à la fin sur les switches, on peut rester sur lui, mais aussi on peut faire une rotation qui est que ce joueur-là prend celui-là, lui, il vient ici et lui, il vient ici. Donc, l'idée, le repère, c'est être à la hauteur de l'écran, attaquer la balle pendant que son coéquipier revient, ce qui permet du coup obligé à reculer et quand il va contourner l'écran, il se retrouve avec son défenseur face à lui. C'est ça l'idée. Il n'y a pas de. J'ai décidé de ne pas faire avec 2 pas repartir ou quoi et de le faire vraiment comme ça avec Saint-Quentin. Avant, je pouvais faire aussi vraiment stopper la balle. Donc, et là, je trouve que je le faisais sortir trop. Tu vois, il suffit que tu aies un intérieur qui soit pas assez mobile ou qui soit en retard comme ça. Si vraiment il sort, il doit stopper la balle. Imagine, ça veut dire que là maintenant il stoppe la balle, donc il se retrouve encore ici, quoi. Et je me retrouve avec 2 joueurs sur le porteur de balle ici, et là je vais être en difficulté, alors que là lui est là pour revenir. J'ai répondu à ta question. Ouais, j'avais une deuxième question. Pourquoi tu fais ce type de défense? Est-ce que c'est parce que tu as une équipe qui est profilée pour défendre de cette manière, ou alors est-ce que tu le fais par rapport à l'adversaire? Et par rapport à l'adversaire, pourquoi? Alors je le fais d'abord par rapport à moi, parce que c'est la défense qui me plaît le plus. Parce que j'aime être agressif sur le porteur de balle. J'aime qu'on maîtrise ce qu'on veut faire et que nous, on décide de où veut aller la balle et des timings qu'on va donner à l'attaque. Donc, c'est vraiment la défense que je mets en place à chaque fois et qui me plaît le plus. Là, dans mon cas précis d'arriver à Saint-Quentin, j'aurais pu m'adapter si, vu que j'arrive en cours de saison, que je n'ai pas fait l'équipe, que je ne connais pas, j'aurais été capable de m'adapter si j'avais vu notamment que les joueurs intérieurs ne répondaient pas à ma demande en termes d'agressivité. Par exemple, quand je suis arrivé, ils défendaient davantage dans ce qu'on va voir après, le keep side, le no pick. Voilà. Et donc moi, j'ai fait complètement changer les repères défensifs. J'aurais pu m'adapter dans ce cas précis, mais là, je te dirais que par exemple, dans cette période de recrutement où je choisis mon équipe, je fais pour qu'on puisse faire la défense que moi j'ai envie de mettre en place. Ok. Là, je vais vous montrer un deuxième exemple qui est avec Dijon, qui est, je pense, l'équipe qui l'exécute le mieux en France aujourd'hui en termes d'organisation. Donc là, ils ont d'abord cet écran-là à défendre. Donc là, Axel Julien arrive face au ballon. Et vous voyez là, il y a une très bonne situation. C'est Gavin Ware, c'était l'année dernière. Il lit l'écran, il est à hauteur de l'écran, il est prêt à sortir et tous les joueurs vont bouger avec le ballon. Regarde, David Alston ici, qui était en défense sur porteur de balle, va passer à l'elbow. Voilà. Et là, la défense est organisée. Et cet exemple est très intéressant parce que ça vous montre que le plus important, c'est le ballon. Regardez ici. Abdoulaye Loum est le joueur qui va être, pour moi, celui qui va protéger le rôle. Et ici, Limoges joue avec ce qu'on appelle un stretch four, un très fort shooter à 3 points sur le poste 4, qui s'appelle Azaya Miles. Et ben, il ne va pas le suivre, même si ce joueur est un très fort shooter à 3 points. Ils mettent en place la défense, et la défense de pick and roll est ce qu'il y a de plus important, du coup, ballon. Donc,
ils organisent, Abdoulaye Loum reste avec la volonté d'aider le défenseur du poseur d'écran et il lâche son joueur complètement qui va être pris après en responsabilité par David Alston. Voilà. Mais là, on aurait pu avoir pour certaines équipes l'idée, bah tiens, hop, il remonte avec son joueur, lui il descend. Non, et il protège du coup David Alston en le laissant en haut, qui n'est pas un joueur de grande taille, et donc il garde la pression. Et vous avez vu où est William Howard, maintenant il est à 12 mètres du panier. Il peut pas, il est complètement gêné, il a arrêté son dribble, et donc la défense peut se mettre en place et être prête pour les rotations défensives. Ce joueur-là, il doit lire. Vous voyez, il ne lit que le porteur de balle. Il sait où est le défenseur écran, le poseur d'écran, et il attend le retour. Voilà. Et ici, donc sur cette passe, bon là, ils vont faire cette rotation-là. Abdoulaye Loum va venir sur Jordan Taylor. Vous pouvez très bien voir, nous, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place. Dijon le fait régulièrement. Alston qui sort sur le premier joueur et Abdoulaye Loum qui prend le deuxième pendant que lui revient. Ce qu'on appelle nous une rotation croisée. Mais là, Abdoulaye Loum, il va, il est très mobile, il peut reprendre. Hop, close out. C'est ce que je vous disais. Voilà le close out. Et donc dans le close out, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est trop difficile de revenir un contre un et de gérer le joueur directement. Vous êtes obligé de faire une orientation. Là, l'orientation, on la voit, elle est très claire, c'est pas de milieu. Donc, il amène sur la ligne de fond et ils organisent les aides défensives derrière. Voilà. Ça, je pense que c'est un très bon exemple. Et bon, vous voyez, là, il y a un effort défensif de grande qualité, fait par une équipe qui, depuis quelques années maintenant, défensivement, est extrêmement bien en place. Juste son choix au 21, là, à Loum, là, c'est le close-out, donc à côté. Et donc, du coup, par sa proximité avec l'attaquant, c'est qu'il n'y a pas de tir non plus. Donc, ils font le choix très clairement de le laisser aller vers la ligne de fond. Voilà, c'est clair, c'est vraiment des choix. C'est vrai que des fois, quand on voit certains matchs de haut niveau, et on voit le grand qui sort, entre guillemets, un peu bêtement, on se dit, mais pourquoi il ne multiplie pas un peu les appuis? Pourquoi il ne met pas juste sa main? On le voit faire des choix très clairs, de le laisser driver, d'empêcher le tir et d'empêcher un côté. Mais au moins, c'est pour permettre aussi aux joueurs en défense dans la raquette, j'imagine, de prendre le porteur de balle. Voilà. Et puis nous, c'est un choix qu'on fait aussi tout le temps parce qu'on pense que, enfin, c'est même pas on pense, c'est une certitude, là, ce joueur-là, le tir pour lui qui est le plus efficace, c'est le catch and shoot. Il attrape, il tire. Donc si vous faites le close-out, vous revenez, vous arrêtez à 2 mètres, il a des chances vraiment importantes de marquer. Par contre, si vous l'obligez à mettre le ballon au sol, à driver parce que vous êtes agressif, le tir après dribble est beaucoup moins efficace. Donc, vous cherchez l'agressivité, vous orientez, ou vous le foulez sur votre défense collective, mais maintenant, vous allez forcer ce qu'on appelle un pull-up, donc un tir après dribble, qui pour 2 raisons va être beaucoup plus intéressant pour vous, pour votre défense. C'est que, un, vous verrez, faites l'exemple, vous faites du catch and shoot, vous allez être plus adroit qu'en faisant après un ou deux dribbles. Il y a très peu de joueurs qui font l'inverse. Et la deuxième chose, c'est que vous allez vous retrouver dans un tir à 2 points et non pas à 3 points. Et donc, vous défendez la ligne des 3 points. Voilà, ça, à mon avis, c'est quelque chose de primordial dans la collaboration défensive et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place. Voilà pour cet exemple-là. Donc, c'est important dans ces fondamentaux d'orienter vers l'écran. Ensuite, vous passez au-dessus, en dessous de l'écran, ça, qu'importe. La mobilité du défenseur du poseur. Oubliez cette défense si vous avez vraiment des grands qui ne sont pas mobiles. Et vous l'avez vu dans les 2 exemples, les 3 autres joueurs, ils sont face au ballon et ils sont prêts à bouger avec le ballon. Il faut un petit peu anticiper les choses, mais il faut regarder la balle pour ensuite bouger avec le ballon. Parce que vu que vous cherchez à être agressif, il y a un moment où vous êtes 3 défenseurs contre 4 attaquants. Et donc, vous devez gérer et lire le jeu de la meilleure des façons. Les difficultés que vous allez avoir, c'est quand votre attaquant porteur de balle va contourner le rang. Quand il le contourne, là, vous êtes dans la difficulté. Parce que après, vous êtes avec 2 défenseurs qui sont complètement battus et hors de position. Faites attention à garder la pression sur la balle pour que le ballon n'aille pas plus vite que les rotations, parce que vous pouvez passer votre temps à courir après la balle. Quand vous faites des bumps et recover, là, vous pouvez avoir un peu puisque vous montez haut et que vous agrandissez les espaces, vous avez des risques de backdoor qui sont plus importants. Et enfin, comme je vous l'ai montré sur le premier schéma, un vrai danger sur le short roll. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'adapter. Peut-être parfois changer la défense en cours de route si vous êtes en train de vous faire assassiner sur le short roll et être capable de faire des rotations agressives. Ça veut dire qu'il faut avancer sur les rotations. Si vous gardez vos positionnements et que vous attendez que les attaquants viennent vers vous, soit le porteur de balle, soit le joueur qui pose l'écran, à ce moment-là, vous êtes en difficulté, vous êtes au recul et vous allez faire des fautes, vous allez concéder des 2+1. Alors que si vous cherchez l'agressivité, là, vous allez provoquer des erreurs. Si dans ce schéma-là, que je vais reprendre,
par exemple, sur celui-là, imaginons que ici, le défenseur, un très haut, montez ici très fort 5, vous le prenez par surprise quelque part dans son attrapé, où il y a de grandes chances qu'il puisse faire des marchés, par exemple, ou qu'il rate une passe, vous voyez, ou alors il va aller chercher, parce que si, je vais prendre plutôt cet exemple-là, vous voyez, cet exemple-là, si ici vous montez haut, là, comme je l'ai dessiné, vous montez, il peut faire marcher, aussi il va faire des passes qu'on appelle automatiques, il va attaquer, il va attraper le ballon, il va vouloir faire cette passe-là, et si vous êtes, c'est pour ça que je vous ai dessiné que cette rotation-là, parce que c'est cette passe-là très souvent qui est faite, l'extra passe pour le shoot du coin, et donc là, vous devez y être, et peut-être que vous allez avoir des interceptions. Et si lui intercepte, très souvent, ce sera parce que lui a fait cet effort d'avancer sur le ballon. Alors, keep side ou ice, donc là, ici, l'objectif dans cette troisième défense, c'est de refuser la prise d'écran. C'est complètement l'inverse. Là, vous isolez le porteur de balle, vous changez complètement aussi les spacing et continuité de l'attaque. Ce n'est pas inintéressant du tout, c'est beaucoup fait. C'est quelque chose qui est vraiment pas mal et qui peut être très très vite efficace. Donc dans l'organisation, le défenseur du porteur va orienter à l'opposé de l'écran, on ne va pas laisser l'écran arriver. Vous allez voir comment ça se passe. Et le défenseur, lui, du poseur d'écran, va protéger l'accès au cercle, avec plus ou moins d'agressivité. C'est pour ça que je vous l'ai dit, gérer l'agressivité face au porteur. Dans les deux vidéos, si je me rappelle bien, que je vais vous donner, ce sont des agressivités qui sont assez moyennes, mais parfois, vous avez des équipes, je me rappelle Bourg-en-Bresse, il y a 2 ans, étaient hyper agressifs sur leur capacité à faire le keep side. Donc, ça, c'est en fonction de vous. Et ensuite, gérer, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a des espaces de jeu qu'il faut gérer, parce que par rapport, toujours dans la même idée, savoir où est-ce que veut aller l'attaque, face à votre défense. Et là, face au keep side, vous allez voir qu'il y a des espaces qu'il faut absolument gérer, notamment dans le short roll. Donc là, je l'ai dessiné comme ça. Ici, le défenseur 1, il va complètement orienter, il va fermer. À l'annonce de l'écran, il ferme complètement. Il change d'orientation et il l'oriente et il se met face à la ligne de touche et vraiment très fort, pour que jamais le meneur de jeu puisse venir et forcer son chemin de ce côté-là. S'il force de ce côté-là, il faut que ce soit complètement en faisant le tour, ce qui va permettre de faire les rotations. Et à ce moment-là, puisqu'il oriente sur le côté, il faut que l'accès pour le porteur de balle vers le panier soit géré par un de ses coéquipiers. Et dans ce cas-là, c'est géré par le défenseur du poseur d'écran. Donc, ils prennent à 2 ici. Et là, puisque cet espace aussi vers le cercle du rouleur est pris et laissé libre. Il faut que des 3 ici, vous allez voir tout à l'heure sur la vidéo, c'est plutôt bien fait par Peacock, il faut que ce soit géré par un troisième défenseur. Donc voilà, donc là il y a la responsabilité ici de D1 qui doit lui ne pas offrir la possibilité au porteur de balle d'aller de ce côté-là, de prendre l'écran, et vous avez la responsabilité de D5 qui est l'accès au cercle et l'attaque du cercle par le porteur de balle. Je voulais dessiner sur un enchaînement d'écran un pic à l'opposé et ensuite le reprise, parce que je trouve que ça, c'est plutôt facile à mettre, du coup, à mettre en jeu. Le défenseur 2, il va suivre, il va passer avec, et du coup, sur la prise de balle, il peut d'ores et déjà se positionner, et il va vous canaliser complètement, vous tuer complètement la continuité de l'attaque. C'est pour ça que cette défense est très intéressante, parce que vous allez complètement changer les habitudes de l'attaque, et vous allez le voir tout à l'heure, tout de suite dans la vidéo. Ici, maintenant, vous obligez ce joueur-là, il a 3 défenseurs face à lui. Il a celui-là qui l'empêche d'aller et de prendre l'écran, il a 2 défenseurs, le plus grand, le plus imposant qui est entre lui et le panier, et il a aussi ce joueur-là qui peut gérer. Ça, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors là, donc, il y a cet exemple-là, avec Bourg-en-Bresse, qui le fait chaque saison, et très bien. Alors regardez, hop là, pourquoi ça me fait ça ? Voilà, donc là, Gareth Team défend la balle. Il va y avoir un premier écran. Pom, pom. Et là, maintenant, hop, hop. Excusez-moi. Premier écran. Hop. Deuxième écran. Et là, maintenant, l'écran arrive. Et là, ils mettent en place leur défense. Donc, Gareth Team, ici, défenseur du porteur de balle, va complètement fermer l'accès au cercle. Hop, voilà, l'accès à l'écran, pardon. Il n'y a pas de possibilité d'écran. Et vous voyez comme il est haut, hein, il est beaucoup plus haut que le poseur. Il ferme complètement. Ça veut dire que si ce joueur-là, le joueur porteur de balle, veut prendre l'écran, forcément, il est obligé de passer complètement sur le côté. Et là, vous tuez complètement les spacing. Du coup, puisqu'il est face à la ligne de touche, l'accès au cercle, il doit être géré par le défenseur du poseur d'écran. Et ça veut dire ici Youssou N'Doye, qui gère au niveau d'agressivité qu'il souhaite. Là, il n'est pas très agressif. Et puisque lui
c'est toujours pareil, c'est une collaboration, puisque lui est en train de gérer le porteur de balle. Ce joueur-là, vous allez voir, Alexandre Chassang va un petit peu couper vers le cercle, il doit être géré par un troisième. Et là, c'est Peacock qui le fait. Voilà, vous voyez? Là, agressivité du porteur de balle. Son défenseur reste avec lui en l'orientant vers la ligne de fond. Puisqu'il agresse vers le porteur, il faut qu'il y ait ce défenseur-là qui soit entre le porteur de balle et le panier. Et puisque ce défenseur-là prend le porteur de balle, il faut que son joueur soit pris en responsabilité par un autre. Et là, c'est le cas de ce joueur ici qui doit bumper. Et du coup, vous forcez la passe à l'opposé, que vous pouvez juger dans cette défense-là la moins dangereuse. C'est vraiment intéressant hein, comme collaboration parce que vous empêchez de faire complètement ce que vous voulez. Imaginez-vous, regardez. L'idée, c'est de prendre un premier écran et ensuite de prendre un deuxième écran dans leur mouvement, de venir ici et de jouer ce pic sur le côté avec le roll, la remontée ici et ainsi de suite. Et bien là, vous coupez complètement ce timing. Quoi. Hop, et voilà. Et là, maintenant, l'attaque ne va plus du tout où elle veut et se retrouve dans une situation où voilà, vous vous retrouvez un contre un. Il n'y a pas de retard. Donc, le pic a complètement été annihilé. Et si vous êtes battu sur autre chose. Et ça je le trouve vraiment pas mal. Un deuxième. Vas-y. Juste, Julien, une question. Tu le fais pour quelle raison ce système défensif, cette défense? Là, raison. Pour moi, la raison la plus intéressante, c'est de complètement changer l'organisation de l'attaque. Tu vois, là, je le redis ici. Ce système de jeu-là, par exemple, c'est un premier écran du meneur du 4 pour le meneur de jeu. Le 4 va ensuite flairer ici à l'opposé. Et le poste 5 va venir poser l'écran. Et on cherche l'agressivité par ici du poste 5. Là, le joueur, il ne peut plus prendre l'écran. Et donc, la collaboration, l'organisation offensive, elle est complètement chamboulée. Les spacings sont chamboulés. Vous ne pouvez plus jouer dans les mêmes espaces. Donc, je trouve que pour complètement annihiler le jeu offensif, elle est très intéressante. Et puis, vous le faites aussi quand vous avez des grands qui ne peuvent pas sortir. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Ils peuvent toujours protéger la raquette. Et là, vous empêchez. L'équipe veut jouer vers la droite, moi, je l'empêche de jouer vers la droite. C'est pas si mal. Et c'est fait quand même de plus en plus régulièrement. Là, maintenant, on est sur une image de Pro B avec Vichy Paris de cette saison. Et là, je crois qu'il y a un écran direct, vous allez voir. Hop là. Ah non, voilà. Donc là, maintenant, il va y avoir un down peak. Hop. Boum. Et là, maintenant, l'écran. L'écran arrive. Et là, ils ont décidé, parce que ce keep side gardé sur le côté, peut être fait aussi au milieu. Et vous le faites au milieu, et par exemple, vous dites, là, le joueur, l'écran, normalement, dans leur système de jeu, doit arriver de ce côté-là. Nous, on ne va pas laisser l'écran arriver. Et là, regardez. Et là, il va y avoir un changement d'écran. Mais regardez, ce joueur-là, maintenant, on l'oblige à venir ici. Regardez les spacings qu'il utilise. Il a son joueur qui l'empêche d'aller à l'opposé. Il a le défenseur du grand qui est ici, plus un troisième défenseur. Donc, ça vous oblige, si vous y réfléchissez un tout petit peu, nous, quand on met une organisation offensive par rapport à cette défense-là, on est obligé de changer notre organisation. Et là, nous, on ferait couper, par exemple, ce joueur-là. On le ferait couper, on changerait l'angle de l'écran comme c'est fait ici, mais on le ferait couper pour rendre cet espace de jeu complètement libre et que lui puisse l'attaquer. Et si lui ne coupe pas, c'est très difficile maintenant d'utiliser l'écran. Et donc là, vous êtes dans une situation où c'est vous qui décidez. Alors là, je vous la montre aussi parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, les défenses peuvent être mixées pendant un match, mais aussi mixées dans une même action. Moi, par exemple, j'utilise très souvent les switches sur les fins de possession, mais on peut aussi utiliser les switches quand vous êtes battu. Et là, c'est ce qui va se passer. L'écran est bien fait. Hop, voilà. Maintenant, ce joueur-là, il est battu. Il est battu, il est derrière son joueur. Du coup, le défenseur du grand prend le petit et ça devient un switch. Voilà. Et là, maintenant, à toi de te débrouiller pour aller mettre le panier face au grand, qui est là et assez mobile et qui est grand, donc il y a tout ce qui va. Et lui, normalement, soit il reprend son joueur, mais là, maintenant, ça va trop vite. Je pense que là, il vaut mieux qu'il retarde ce joueur-là pour aller déjà dans la situation d'écran retard pour le rebond. Voilà. Donc là, les fondamentaux, c'est quelque chose de difficile. Il faut qu'il y ait une cohérence. Si vous faites orientation, par exemple, vers le milieu dans votre défense, ne faites pas keep side, parce que vous allez complètement tuer votre défense en elle-même. Par contre, si vous faites orienter, vous croyez en l'orientation ligne de fond, comme beaucoup d'entre nous, pourquoi pas,
À ce moment-là, c'est une défense qui est plus simple. Ça veut dire que quand l'écran est annoncé, vous gardez cette orientation sur la ligne de fond quand l'écran est sur le côté. Donc, vous refusez complètement l'écran. Il faut mettre de la pression pour être sur bonne orientation. Si vous ne mettez pas suffisamment de pression, l'attaquant va pouvoir facilement lui prendre l'écran et décider où il va. Vous gérez la mobilité du défenseur, du poseur d'écran. Dans les deux cas, on a vu que c'était des agressivités assez faibles, mais vous pouvez aussi monter, le rendre un peu comme une trappe. Et il faut qu'il y ait, comme dans la défense, dans toutes les défenses, mais comme on l'a vu dans le edge, il faut qu'il y ait une lecture des autres, qui soit face au ballon pour pouvoir lire la lecture offensive. Les difficultés et la vitesse du porteur de balle quand l'écran est changé, c'est ce que vous avez vu sur Vichy Paris. Il faut faire attention, l'attaque change l'angle de l'écran et du coup le petit attaque et là vous vous retrouvez avec votre grand sur le petit. Il faut réagir sur les changements d'angle des écrans puisque les attaques vont changer les angles, comme sur la deuxième situation par exemple, ou alors chercher des short rolls et donc il faut être capable de réagir vite à ça. C'est une défense qui est parfois difficile à mettre en place. Imaginez, je vais vous le dire à l'oral, je n'ai pas fait le schéma. Imaginez, vous montez le ballon avec un ailier en transition et vous avez votre grand qui est à la ligne des 3 points face au cercle. Vous lui passez la balle et il swing complètement à l'opposé à 45 degrés. Un swing 45 dans l'axe 45. Et maintenant, le grand qui vient de passer la balle à 45, il va faire un écran. Dans ce cas-là, ça peut être difficile de mettre en place le keep side parce que vous allez demander à votre grand qui défendait dans l'axe face au porteur de balle, d'aller défendre la ligne entre le joueur porteur de balle et le panier. Donc, c'est une mobilité qui est vachement difficile à avoir dans ce cas spécifique. Et enfin, la communication doit être très précise et anticipée. Nous, on l'a fait quelques fois. On se rend compte que, par exemple, notamment sur les pics au milieu, vous voulez refuser l'écran, par exemple, pour amener toujours le joueur sur la main gauche. Il faut que vous soyez OK sur le côté, quoi. Vous vous mettez d'accord sur dans quelle main vous voulez amener le joueur ou de quel côté arrive l'écran. J'espère que vous sentez là mais il faut que le joueur soit au courant, notamment dans d'autres espaces à 45 degrés, c'est facile, ligne de fond, très bien. Si vous le faites aussi au milieu, il y a un problème de communication qui se pose et il faut donc que vous mettiez d'accord avec vos joueurs. Moi, dans tous ces cas-là, précisément, j'ai dit à mes joueurs que c'était à eux de décider de la communication. C'est eux qui sont sur le terrain et il faut qu'ils arrivent à être d'un point en commun sur cette communication et qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors ensuite, l'avant-dernière défense que je vous propose, c'est le mur, le wall. Alors ça, c'est une défense que je voulais vraiment vous montrer parce qu'on la voit très, très rarement. L'objectif, c'est de couper l'action du pick and roll. Et vous allez avoir une agressivité qui est faite non pas avec le défenseur, vous n'allez pas stopper le porteur de balle avec le défenseur du poseur, mais avec un autre joueur. Donc, je vais vous montrer l'organisation. Et cette défense permet au défenseur du poseur d'écran de ne pas défendre le pick and roll. Il peut rester tranquillement sur son joueur et vous allez amener d'autres rotations défensives avec les joueurs extérieurs. Ça permet de changer les spacings de l'attaque parce que vous allez annihiler aussi le pick and roll d'une certaine façon parce que la passe du porteur de balle pour le rouleur va être plus difficile puisque je vous ai dit que le grand restait sur son joueur et vous allez changer aussi les continuités. Alors, ça se voit de plus en plus en Espagne. Dans l'organisation, il faut que le défenseur du porteur de balle oriente vers l'écran. Il faut que le défenseur du poseur d'écran protège vraiment l'accès au cercle. Et ensuite, il faut qu'il y ait une agressivité des autres joueurs. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Regardez l'exemple pour que vous compreniez pourquoi. Je vous montre l'exemple que vous allez voir ensuite en vidéo, ce qu'on a fait l'année dernière. Monaco, l'année dernière, avait un joueur qui s'appelle Jaron Jones au poste 4. Et il jouait cette situation tout le temps de pique et ensuite de flair ici, mais très très bas en plus. Ils allaient chercher le coin et ils cherchaient cette passe-là. Donc, puisqu'on avait du retard, on demandait, nous, dans notre défense, de sortir ici pour stopper le porteur de balle. Ici, on avait du retard et c'était très très long pour le défenseur 5 d'aller jusqu'à une à 3 points. Donc, face à un stretch fort, waouh, compliqué. Donc, on s'est dit, comment on va faire pour tuer cette défense? Bon, il y avait la possibilité de changer, mais je ne voulais pas qu'on ait vraiment un mismatch très tôt dans la possession parce qu'il le faisait souvent en transition. Bon, je dis, on va tenter, on a réfléchi, et puis on avait un joueur aussi dans notre équipe qui avait déjà utilisé cette défense en Espagne. On dit, on va la tenter. On l'a tenté, on connaissait le call. À chaque fois qu'ils annonçaient, c'était 4 côtés, four side. Chaque fois qu'ils annonçaient four side, et ben, on faisait cette défense-là. Donc, dans la rotation, on demandait à D4, dit, bah, tu restes avec ton joueur, toi. Il va poser l'écran, OK, et on te sort de tes habitudes. Vous allez voir dans la situation que
mon joueur hésite quand même à y aller parce que ce n'est pas dans ses habitudes naturelles, et dit tu vas rester, toi, avec lui. Et à la sortie de l'écran, puisque dans leur spacing, ils avaient ce joueur-là, mais je vous le redis, si vous allez voir sur YouTube Katsikaris, la défense wall, vous tapez wall Katsikaris, vous allez tomber sur les vidéos. Même quand le défenseur, cet attaquant-là, il est ici, là, ce défenseur-là, il y va. Vous allez voir, c'est très surprenant. Mais c'est intéressant et ça change un peu de l'ordinaire. Donc nous, on demandait à ce joueur-là d'attaquer le porteur de balle et vous allez voir, ce joueur-là passait de l'autre côté. Et ça peut vous paraître assez surprenant, mais c'est vraiment pas inintéressant. Ça peut se faire dans certaines situations, pas dans beaucoup, mais je tenais à vous la montrer aujourd'hui. Alors voilà la situation. Hop, voilà, notre ami Jarrod Jones qui arrive, qui va faire le pic, pop là-bas, pour aller faire le shoot, pour shooter du corner. C'était vraiment leur objectif numéro 1 et ils étaient très efficaces dessus. Donc là, tout de suite, donc orientation dans l'écran. Ici, Taylor Smith doit rester avec Jones, c'est sa responsabilité. Et regardez, là, il est déjà très concentré sur cette défense-là. C'est le début de match. On ne va pas se tromper là-dessus. On va être battu sur d'autres choses, mais pas là-dessus. Et là, lui, il est prêt, face au ballon, à attaquer la balle. Voilà. Et donc maintenant, ce joueur-là focus sur lui. Et quand Paul Lacombe prend l'écran, à ce moment-là, Kendall Anthony ici monte sur lui. Et Scott Wood va passer derrière et va prendre Derek Needham. Hop. Là, vous vous dites, il y a retard. Ouais, mais vous allez voir, le retard, on le rattrape. Et voilà. Et donc maintenant, Kikanovic a le ballon et on a tout rattrapé. Et ça, c'est pas inintéressant. Il faut être, on va voir un peu ensuite, il faut être intelligent. Il faut, nous, on l'avait fait sur une action spécifique. Ça a bien fonctionné sur cette action-là. On a été battu sur beaucoup d'autres choses, mais pas sur ça. C'est plutôt pas mal parce que, vous voyez, là aussi, l'idée, comme dans à peu près toutes les défenses, c'est de changer les habitudes de l'attaque. Sauf dans la première, la protection, là, vous ne changez pas, mais vous avez d'autres forces. Là, leur idée, c'est vraiment de jouer pick-pop. OK. Eh ben non, tu peux pas, parce que lui, quand il pop, tu vas rester avec, et tu te fais attaquer, mais pas par un joueur dont tu as l'habitude d'être attaqué. Tu penses jamais que ce défenseur-là, il va venir t'attaquer. Eh ben si. Voilà. Donc, tu penses que tu vas prendre de l'avance en passant par le poste haut ou passant par ce joueur-là. Nous, on avait travaillé, si ce joueur-là avait la balle et qu'on était en retard, on utilisait ensuite un changement défensif sur l'écran suivant. Il y avait un deuxième écran, s'il passait ici à Needham, il bénéficiait d'un écran sous porteur de balle, on utilisait un switch derrière pour pouvoir complètement annihiler tout avantage. Mais là, hop, voilà. Et vous avez retrouvé votre 1 contre 1. Voilà l'idée du wall. Donc, défenseur du porteur de balle doit vraiment orienter dans l'écran, mettre de la pression. Vous ne pouvez pas être battu à l'opposé. Le défenseur du poseur, lui, il peut rester concentré sur le rôle de son joueur, le rôle ou le pop de son joueur. Et ensuite, il y a vraiment une réactivité à avoir. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai indiquées tout à l'heure à l'oral, parce que vous allez voir des situations qui sont vraiment surprenantes. Donc, ça demande vraiment une organisation collective quand même bien léchée et des joueurs très intelligents. Donc, il faut être prêt à attaquer au bon moment, attaquer l'attaque au bon moment. Il faut bien lire le jeu. Donc, les difficultés qui vont arriver, c'est qu'il peut y avoir un retard du défenseur qui attaque le porteur de balle et par conséquent, le porteur de balle peut aller au cercle. Faites attention aux coupes parce que, par exemple, là, si je vous remonte la vidéo, l'exemple n'est pas super précis, mais imaginez là, un peu plus tôt. Imaginez que quand il joue ça, bon là, ils vont couper du coin. Et lui, il coupe. Imaginez que lui, dans le même temps, réagisse pour couper, par exemple, là. Nous, on ne va pas pouvoir rattraper. Lui, il s'en va. S'ils avaient fait cette coupe-là, on aurait été en vraie difficulté. Et donc, quand il y a la situation à 45 degrés, est-ce que je l'ai dessiné d'ailleurs? Oui, voilà. Quand vous avez ça, donc là, l'écran, ici, vous attaquez, très souvent, en Espagne, là, qui sont habitués à jouer face à ces défenses-là, ils font couper ce joueur-là. Ils font couper ce joueur-là, hop. Ce qui fait que maintenant, le défenseur 1, il a pu ce joueur-là à prendre, mais ce joueur-là, et là, c'est hyper long parce que lui, il doit faire un choix entre le coupeur et son joueur. Ça, c'est une bonne manière d'attaquer cette défense, mais ça change complètement les habitudes que vous avez pu prendre. Donc, c'est en ça qu'elle est aussi
très intéressante. Ensuite, bon, elle demande beaucoup de lecture et ensuite, parfois, elle donne, vous pourrez voir sur les vidéos si vous cherchez un petit peu, des aides côté ballon qui sont quand même très dangereuses. Donc, elle a des avantages comme toutes, mais aussi quelques inconvénients, mais elle a le mérite d'exister et d'être faite à haut niveau. Donc, dernière, allez, on y Julien, va. juste Julien, par curiosité, il y a d'autres équipes de Jeep Elite qui ont pratiqué ce type de défense ou Alors, j'ai pas vu tous les matchs cette saison, j'en ai vu beaucoup. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas ouais. vu. Je, je sais qu'elle est faite vraiment très souvent en Espagne. Euh, je l'ai vu avec Katsi Karis et puis moi j'avais un joueur qui l'avait eu comme coach et c'était vraiment sa défense. Et elle est faite de façon plus globale puisque bon, l'année dernière j'ai eu la chance d'aller à un colloque d'entraîneurs d'Euroleague à Barcelone et dans le public il y avait beaucoup de nationalités différentes mais il y avait beaucoup d'Espagnols et très souvent ils ont posé des questions par rapport à cette défense-là. Donc c'est quelque chose qui est très en vogue en Espagne, mais moi à ma connaissance, je peux me tromper, hein. Je n'ai pas vu tous les matchs encore, mais je ne l'ai pas vu, ni en Jeep Elite, ni en Pro B. Donc, à vous de faire la surprise. Si vous l'aimez, si vous avez envie de la mettre en place, ça peut être intéressant. Et si vous avez des petits qui vont vite et des grands qui ne sont pas très mobiles, attention, ça peut être super intéressant. Super intéressant. Voilà. Ok. La dernière, le switch, le changement défensif. Dans cette défense-là, vous voulez complètement stopper l'attaque, stopper tous les mouvements de l'équipe dans l'attaque collective. Vous voulez utiliser les mismatchs, ça veut dire que les mismatchs, c'est que vous jouez grand contre petit ou petit contre grand, hein, puisque vous changez. Donc, vous forcez des 1 contre 1. Donc, quand vous avez une équipe avec des garçons qui ont à peu près la même taille, changer partout, c'est très intéressant. Ça, il faut que vous y pensiez aussi. Si vous n'avez pas de petits trop petits, si vous n'avez pas de grands trop grands, bah, changez partout. Et là, vous allez complètement garder la pression sur le ballon, l'agressivité, et vous allez forcer des 1 contre 1 et vous allez annihiler le jeu collectif et le mouvement du ballon. Donc, c'est couper une nouvelle fois les timings, mais également les continuités de l'attaque. Et c'est très important, et moi je l'utilise comme ça, c'est gagner du temps en fin de possession. Voilà, nous, on varie les défenses pour faire un type de défense en début de possession et utiliser le switch en fin de possession. Alors, parfois, il faut s'adapter. Alors moi, je le fais avec par rapport au chrono des 24. Il y a eu une année où il a fallu vraiment que je m'adapte parce qu'on était très mauvais sur les switches, mais je n'ai pas trop voulu j'ai voulu continuer de le faire. Donc, par contre, on a changé un peu le chrono, quoi. Donc, au lieu d'être à moins de 10 secondes, on changeait à moins de 6 ou 7 secondes de la fin de la possession. Donc, on changeait moins souvent, du coup. Et quand on changeait, surtout qu'il restait que 6 secondes, l'attaque avait moins de temps pour s'adapter ensuite face au switch. Bon, ça, c'est très utilisé, hein. Donc, le défenseur du porteur de balle oriente vers l'écran. Attention à ça, parce que dès que l'écran est annoncé que vous savez que vous allez changer, ne soyez pas battu à l'opposé, parce que là aussi, vous êtes complètement battu. Et je pense que c'est une capacité. C'est évidemment bien dans certaines attaques de prendre l'opposé de l'écran, mais ça l'est encore plus, je pense, face au switch. Donc il y a un changement entre les deux défenseurs impliqués, puis je vais vous montrer, donc c'est assez simple à mettre en place, et je vais vous montrer pour finir qu'on peut faire des switches mais avec plusieurs joueurs, et ça peut vous éviter de défendre avec un tout petit sur le grand. Alors voilà, donc moi j'ai appelé ça switch to man. Vous passez, le défenseur du meneur de jeu va passer ici sous l'écran. Le défenseur 5 va prendre le porteur de balle et ensuite, défenseur 1 prend le 5. Donc là, je l'ai mis devant. Et là, vous avez un mismatch à gérer ici, 1 contre 1, extérieur. Vous avez un deuxième mismatch ici, intérieur. C'est pour ça qu'il faut que le défenseur du coin l'opposé soit toujours prêt à aider, parce que vous ne pouvez pas laisser votre meneur de jeu contre le joueur 5. Les situations où, pour éviter d'avoir votre défenseur qui est petit, par exemple, vous avez un tout petit ici en porteur de balle, vous voulez éviter qu'il soit à défendre le poste 5 très loin, proche du cercle. À ce moment-là, vous le faites. Bon, moi, là, sur ce dessin-là, je vous l'ai mis, sur le précédent, je vous ai mis passer dessous l'écran, mais là, il passe au-dessus de l'écran. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et ensuite, ça ne change rien pour votre défenseur 5, il va défendre le porteur de balle. Par contre, sur le rôle, là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un switch à 4. À ce moment-là, le défenseur 4, lui, va monter sur le 5 et va le prendre. Le défenseur 3 descend. Et le défenseur 1, lui, hop, passe à défense 3. Et donc, du coup, dans cette situation-là, vous n'avez plus qu'un vrai mismatch qui est celui-ci. Après, vous avez votre 4 contre le 5 d'en face. Bon, ça peut être un gros, mais c'est souvent un petit mismatch. Le 3 contre 4, c'est que dalle. Et ici, votre meneur qui maintenant défend un extérieur.
Donc cette organisation-là, qui n'est pas très compliquée à mettre en place, vous permet quand même de gérer mieux des mismatchs et d'en avoir moins sur le terrain. Pareil à 45 degrés, si vous décidez de changer à 3, à ce moment-là, défenseur du porteur ici, hop, au-dessus de l'écran et il va directement dans le coin. Le défenseur 5, lui, ça change rien, il change. Et là, votre défenseur 4 prend lui le rouleur et du coup, de nouveau, les mismatchs sont plus ou moins plus simples. Le 4 ici face au 1 met dans le coin et c'est très difficile pour lui ensuite d'aller chercher un autre espace. Ça voudrait dire complètement changer l'organisation collective. Et il ne faut pas que vous oubliez que la plupart du temps, on fait ces défenses-là en fin de possession. Donc il y a peu de temps d'adaptation. Et de nouveau, vous avez la relation 1-5 ici qui est gênée parce que vous avez le 4 qui défend. Alors, c'est toujours ça. Donc là, il va y avoir un premier écran. Ça ne va pas changer. Hop, maintenant, ça va monter. Et là, il en reste change sur les fins de possession. Ici, le 7, ça correspond aux 24 secondes. Il en reste 7 secondes à défendre. Donc là, plutôt que d'utiliser une défense comme on a vu auparavant, où il y a souvent 2 contre 1, il décide de changer. Malédon passe sous l'écran et gère la descente de Georgie Joseph. Et là, maintenant, Livio Jean-Charles gère Paul Lacombe 1 contre 1. Et à vous d'aller chercher ensuite ce que vous cherchez, ce que vous voulez en agressivité. Est-ce que vous laissez shooter ce joueur-là, vous donnez le tir à 3 points, vous gérez, défendez le drive? Est-ce que vous mettez beaucoup d'agressivité pour défendre les 3 points et le forcer à driver dans la raquette et aller dans le trafic? Et qu'est-ce que vous voulez pour ce défenseur-là? Est-ce qu'il va devant? Est-ce qu'il va derrière? Est-ce qu'il pousse sur le côté, sur le deuxième mismatch? Voilà, là, vous voyez, il laisse plutôt le tir et protège le drive. Et lui, il passe devant. Et comme je vous l'ai dessiné tout à l'heure sur le schéma, ce joueur-là, il faut qu'il soit prêt à défendre ce mismatch ici, notamment s'il y a une passe lobée. Voilà. Sur la passe lobée, il est prêt. Et là, vous devez y aller à 2 contre 1. Voilà. Ça, c'est plutôt bien exécuté. Et la deuxième vidéo, là, on est en fin de possession. Là, notre meneur de jeu n'est pas très grand. Très souvent, sur les fins de possession, fin de quart-temps, vous avez souvent un seul écran. Voilà, donc là, c'est ce qui se passe. D'abord, il cherche à prendre l'opposé. Et là, nous, on cherche à être agressif et on va switcher parce qu'il reste plus que 8 secondes sur le temps, mais surtout 5 secondes sur la possession. Donc maintenant, lui, il va prendre. Maintenant, notre meneur de jeu, on n'a pas très envie qu'il défende le poste 5 adverse. Du coup, là, on a notre poste 4. Et vous allez voir, bon, là, le switch à 4 se fait un peu tardivement, mais il va se faire quand même. Hop, maintenant, tiens, moi, je ne peux pas rester sur le grand, donc moi, je te le donne. Et moi, je vais prendre un joueur à l'opposé qui est loin du cercle, et il reste moins de 5 secondes, et du coup, on est tranquille. Là, on a changé de façon très agressive, nous. Vous voyez, du coup, ça a obligé le porteur de balle à ressortir. Et quand il se remet de face, bon, il est un peu en retard, mais malgré tout, vous défendez le drive ici, et vous n'avez plus ce mismatch ici. Donc, vous allez forcer un tir un peu difficile, mais en plus, on rajoute une aide derrière. Hop, et terminé. Donc l'idée dans celui-là, c'était de vous montrer ce qui se passe ici. Là. Switch à 4 ou 3. Là, je ne reste pas avec, je le donne à un grand. Normalement, lui vient là, lui vient là. Ou alors, puisqu'on le fait très tardivement, il va là directement. Hop, et voilà. Maintenant, lui, il n'est plus dans le mismatch. Voilà, donc ici, défenseur du porteur de balle doit absolument orienter dans l'écran. Ensuite, il faut bien gérer le contact avec le grand. Est-ce que vous voulez passer au-dessus? Est-ce que vous voulez passer dessous? Ce qui peut être face à des bons shooters, il faut absolument passer au-dessus. Parce que le temps, si votre grand switch un peu trop tard et que vous passez dessous, vous prenez vraiment un gros risque sur le tir à 3 points. Le défenseur du poseur, il faut qu'il ajuste la pression sur le porteur de balle. Ça, c'est votre stratégie. Moi, je cherche à être agressif et à forcer à driver. Mais vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, voilà, le mec ne shoot pas. Donc, moi, j'attends dans la raquette, enfin, ou pas loin. Et puis, je laisse le tir. Et par contre, on n'est pas battu sur le drive. Ça peut aussi être une bonne défense face au pass lobé. Et puis anticipation du défenseur à l'opposé. Là, dans ce cas-là, c'était non, hop, celui-là, vous avez vu, il est obligé d'anticiper
pour pouvoir prendre assez rapidement ce joueur-là. C'est une anticipation qui doit être précise. Et ensuite, la lecture des autres défenseurs, parce que c'est le cas dans la première vidéo. Le défenseur Payne, Adrian Payne, il faut qu'il lise la défense de son meneur de jeu contre l'intérieur. Et vu que c'est le joueur qui est le plus près de ce mismatch-là, c'est lui qui va venir aider dans la situation de passe lobée. C'est une défense qui se fait, qui est vraiment collective. Dans les difficultés, ne pas être battu à l'opposé de l'écran, ça c'est vraiment important. Et ça peut être vraiment très efficace quand l'écran est annoncé que le mec prenne l'opposé et que vous soyez battu. Et à ce moment-là, bon, c'est fini. Gestion d'un contre 1, c'est pour ça qu'il faut avoir de la mobilité, une taille assez correcte et des joueurs, si possible, d'à peu près la même taille. Comment est-ce que vous aidez ? Est-ce que vous aidez à 2, à 3 comment vous gérez ça ? Comment vous gérez le mismatch intérieur ? Ça veut dire votre petit contre le grand, avant, pendant et après. Ça veut dire que pendant la descente, pendant que le joueur intérieur est en train de prendre sa position, et ensuite une fois qu'il a la balle. Donc là, si vous reprenez, si vous imaginez de nouveau la vidéo de Villeurbanne, Théo Malédon passait sous l'écran, ensuite passait Faïté au-dessus. Regardez l'écran. Là, avant, je passe dessous, je retarde. Après, je me mets, quand le défenseur ici, l'attaquant, roule vers le panier, je passe au-dessus. Je suis prêt à défendre avec ce joueur-là. Donc, avant, je vais dessous. Ensuite, je force en me mettant au-dessus. Et après, une fois qu'il a la balle, à ce moment-là, je me fais aider par un de mes coéquipiers. Toute cette organisation-là, elle doit être claire. Ça veut dire que vous savez comment ils vont attaquer. Tout le monde attaque à peu près de la même façon sur les switches. Vous devez être capable de le gérer. Par contre, dans les difficultés, c'est la dernière, c'est le problème du rebond, évidemment, parce que quand vous avez des mismatchs, comme quand vous avez des rotations défensives, vous pouvez avoir des problèmes de rebond. Voilà. Ok. T'as fini, Julien ? Ouais, j'ai fini. C'est bon ? J'ai déjà beaucoup parlé. Ouais, et puis tu nous as montré il y a des questions, je réponds à des questions avant de conclure, il n'y a aucun problème. Ok. Alors, plusieurs questions. La première, comment tu annonces tes écrans ? Alors, très bonne question. On annonce le côté de l'écran. Et là, avec Saint-Quentin, on rajoutait le côté et une couleur sur la fin de possession. Donc, on avait une défense précise, on savait ce qu'on faisait. Par contre, quand on était sur la fin de possession, plutôt que d'annoncer ce qu'on faisait, on annonçait la couleur. Donc, une certaine défense le switch correspondait à une couleur. Donc, on annonçait la couleur et on savait ce qu'on faisait. Beaucoup d'équipes utilisent les couleurs, je trouve que c'est pas bête. Ouais. Voilà, mais je pense qu'il faut aussi annoncer le côté de l'écran parce que parfois le joueur est tellement en pression, il ne sait pas de quel côté vient l'écran. Donc je pense qu'il faut annoncer l'écran et l'annoncer tôt. Ouais. Il n'y a pas un risque, on va dire, d'avoir trop d'infos à ce moment-là, si tu dis le côté plus la couleur. Ouais, alors nous, ça s'est plutôt pas trop mal passé parce que si tu veux, si l'équipe était vraiment, quand l'équipe est prête, elle a juste besoin d'annoncer le côté parce nous on joue avec les 24. Donc il faut tout le temps qu'ils aient. C'est pour ça que tu vois, par exemple, un des sujets que j'ai eu, alors ça c'est pas facile de l'avoir tout le temps, hein, même à haut niveau. Hein. Moi j'ai mis en place les 24 secondes à l'entraînement, c'était pas fait auparavant, et parce que quand vous y réfléchissez, vous jouez les matchs avec les 24 secondes, vous vous entraînez pas avec. Quand même dommage. Et du coup, vos attaques, parfois, elles durent plus de 24 secondes, vous ne savez pas. Vos joueurs se retrouvent sous la pression du chrono en match, ils n'ont pas l'entraînement. C'est quand même, si vous avez quelqu'un qui peut faire un bénévole, ça, qui aime bien ça, ou alors des gens qui sont en formation, ils font les 24 à vos entraînements, et vous, ça va bien vous arranger. Et nous vu qu'on défendait, parce que vous avez le panneau des 24 qui est au-dessus de votre panier d'en face quand vous défendez, vous êtes face au jeu, face au panier, et du coup, vous pouvez les lire les 24. Donc, quand vous êtes bien en place, vous savez qu'à moins de je ne sais pas combien de secondes, vous allez changer. Et donc, vous n'avez pas besoin d'annoncer la couleur. Mais là, on avait essayé avec la couleur, mais ça va vite, hein, tu vois. Voilà, gauche, noir, ça se fait plutôt pas mal. Ok. Est-ce que tu fais plusieurs types de défenses différentes dans un match ? Je veux dire, est-ce que tu varies les défenses dans un même match ? Oui, alors, bonne question. Avant, je le faisais très peu. Maintenant, j'ai envie de le faire un peu plus.
mais par contre, pas plus de 2, quoi. Voilà. Par exemple, tu vois, on démarre avec, donc nous, notre défense principale, c'est le hedge. Donc, on fait le hedge, imagine, on est malmené. Moi, je ne fais pas de zone, ou très vraiment, enfin non, je n'en fais pas. Donc, j'utilise que de la défense homme à homme. Donc, pour pouvoir varier, essayer de revenir au score, il faut bien que je varie les choses. Et là, par exemple, on peut imaginer que je décide de changer tout, quoi, tu vois, de faire switch, et on va tuer tous les timings, on va défendre un contre un plus fort, garder de la pression, voilà. Et plus vous montez de niveau, plus les équipes sont capables de s'adapter. Donc, jouer 40 minutes avec la même défense, ça peut être un vrai risque. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début, il ne faut pas non plus en faire trop parce que au lieu de gêner votre adversaire, vous allez gêner votre équipe. Et ça, c'est quand même fondamental de bien gérer votre équipe. Une autre question, il y avait, ça c'est une des miennes, est-ce que il y avait des fois, quand tu passais dessous, des joueurs des fois qui pivotaient? Je sais pas si tu te souviens, quand le défenseur en fait, du porteur d'écran, dès il avait un écran, et en fait, il pivotait, donc il faisait une rotation, il Oui, était donc dos oui, à la balle, oui, et en tout à fait, fait. il se remettait face au ballon. Et on a eu ça à un moment donné, c'est arrivé assez régulièrement sur les matchs de Euroleague notamment. Là, on le voit un petit peu de moins en moins. Mais est-ce que ça, c'est une défense que tu mets en Oui. place? Alors, je le fais sur un exemple précis. On se remet. Je vais essayer de te retrouver ça vite fait. Hop, 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 hop. Le keep side, moi, je le faisais. Voilà. Ça, c'est le bon exemple. Je te le montre. Maintenant, là, ici, pour le keep side, il y a plusieurs possibilités d'attaquer le keep side. Et là, dans cette attaque-là, Axel Julien va passer par ici. On peut passer là-bas directement. On peut changer l'écran et le faire là, comme on l'a sur la deuxième vidéo. Mais si, par exemple, Axel Julien décide de forcer l'écran et de passer ici, à ce moment-là, on utilise exactement ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'on se colle ici, on pivote, donc on se retrouve à un moment face là, et on revient face aux joueurs. C'est à mon avis la façon. Franchement, les pivoter, c'est très important. Et il faut les enseigner, bien les maîtriser et les utiliser rapidement en attaque et en défense parce que c'est fondamental, tu vois, sur beaucoup de situations. Et donc là, ça voudrait dire pivoter très vite pour pouvoir se retrouver ensuite, donc là, pivoter sur le pied droit, hop, et tu te retrouves de nouveau face à ce joueur-là. Voilà l'exemple précis pour lequel moi j'utilise ça. Pour d'autres exemples, non. Ok, impeccable. Ben écoute, moi j'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir terminer. Avant de terminer, je voulais te remercier, Julien, de ta disponibilité. Et voilà, du temps que tu as pris pour être avec nous là, sur cette visio, et puis du temps aussi, comme je dis à chaque fois, de préparation que tu as eu aussi. Merci pour tout ça, pour toutes ces infos à donner. C'est donc une visio qui est enregistrée et qu'on mettra sur notre chaîne YouTube Aveyron Lozère. Voilà, pour ceux qui veulent, il y a d'autres vidéos aussi à voir. Voilà, est-ce que tu as un mot peut-être de fin, Julien, parce que là je vais clôturer, mais est-ce que tu Oui, as... j'ai essayé, merci à vous de votre attention. J'ai essayé de faire au mieux dans cette période qui nous oblige à nous réinventer. Hein. Donc, faire des visios comme ça, sans être sur le terrain, en une chose, avec ne pas non plus vous avoir face à nous, c'est un peu spécial. Donc, essayez de faire au mieux en montrant des exemples. Mais n'oubliez pas surtout que faites ce que vous avez envie de faire, ce en quoi vous croyez dans votre jeu, soyez cohérent, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous êtes capable aussi, ce que vous vous sentez capable de faire croire à vos joueurs. Il faut que vos joueurs y croient et aient envie de faire ce que vous mettez en place. Donc, faites-le pour vous, faites-le pour eux et faites-le avec passion. Et ça sera la clé pour bien réussir dans la défense de pick and roll, dans la défense d'écran porteur, mais plus généralement comme pour bien entraîner vos équipes. Voilà. Ok, impeccable. Merci Julien. La semaine prochaine, on se retrouve pour une sixième étape. On sera, si je ne m'amuse, le mercredi. Donc on repart sur le mercredi 3 juin. Donc ce sera 18h à nouveau. Et le sujet, donc notre intervenant, ce sera Kevin Brand. Kevin Brand qui est entraîneur à Calais en LF2, donc en la Pro B féminine, et qui nous parlera en fait de trois mini-sujets. La première, c'est la formation de la joueuse, parce que Kevin est
plus focalisé sur les filles. Donc la formation de la joueuse, un petit sujet qui n'a pas été trop traité, c'est aussi la gestion de la défaite. Gestion aussi des fois des séries de défaites, voire aussi des séries de victoires, comment on doit se comporter en tant que coach. Et le troisième, c'est le coaching de fin de match. Voilà, des mini-sujets qu'on essaiera de caler bien sûr sur 1h15. Voilà, on essaiera de voir si ça peut pas déborder. Voilà. Merci à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir. Oui, au revoir.